Il est 8h16, Nikos Aliagas. Benoît Hamon, le fondateur du mouvement Génération, et votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Ancien candidat PS à la présidentielle aussi. Aux Antilles, Emmanuel Macron s'est montré très proche des gens. Il est venu porter un discours d'amour et de responsabilité. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui mentir. Je suis fait comme ça, donc je continuerai. Vous le trouvez arrogant là ? Bon, c'est pas le sujet. Moi, la communication du président de la République m'intéresse. C'est de la communication moins. uniquement ? Non, mais tout est communication en politique, où beaucoup de choses sont de la communication. Donc vous ce qui aussi ce matin m'intéresse moins, forcément, mais je vais vous parler d'un sujet important aux Antilles. Il a avancé sur un sujet, donc autant le dire, sur la question du chlordécone, c'est-à-dire un pesticide qui a tué, rendu malade, responsable de malformations chez les enfants, rend impossible le travail des pêcheurs, des agriculteurs en Martinique, en Guadeloupe, dans les Antilles. Mais je pense qu'il faut qu'il aille au-delà des mots sur ces questions-là. Je pense qu'il faut créer sur le même modèle que l'amiante un fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone et que, au-delà des mots, la communication, il pose des actes et j'espère qu'il les posera et qu'il les posera aussi sur le glyphosate dans l'Hexagone. Qui n'est pas interdit par la loi. Exactement. Aux Antilles, Emmanuel Macron a lancé un appel à l'aide pour mener à bien son action. Aidez-moi, j'ai besoin de vous, journalistes, population, élus. Vous avez envie de l'aider ? Mais moi, je suis un patriote, donc je servirai mon pays chaque fois que c'est nécessaire et que je le juge légitime et utile. Mais qu'il s'interroge, lui, sur la manière dont il peut aider le pays à se relever. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, par exemple, d'augmenter la CSG sur les retraités, de ne plus indemniser, non, en tout cas indexer les pensions sur l'inflation. Pourrait très bien, plutôt que de taper sur les retraités, faire demain une taxe sur les robots comme je le proposais, c'est-à-dire qu'il y ait une CSG en quelque sorte sur les robots plutôt qu'une augmentation de CSG sur les retraités. Faire contribuer l'intelligence artificielle, les robots quand ils remplacent les hommes, créent de la richesse mais ne payent pas de cotisations sociales, plutôt que demander toujours des sacrifices aux mêmes, qui ont bien compris d'ailleurs qu'ils en feraient de plus en plus dans les années à venir. Alors Benoît Hamon, pendant la présidentielle, vous êtes celui qui a émis l'idée d'un revenu universel. Personne ne vous a vraiment pris au sérieux, mais il y a peu, on a eu l'impression qu'Emmanuel Macron voulait reprendre votre idée à son compte pour lutter contre la pauvreté. Vous êtes fier d'avoir inspiré le président ou dégoûté de vous être fait piquer votre idée ? Non, je ne suis pas dégoûté du tout. D'abord, je suis très heureux qu'un président ait choisi de défendre le revenu universel d'existence. C'est pas Emmanuel Macron, c'est Barack Obama qui vient de se rallier à cette idée-là, considérant que c'était une belle idée, parce qu'il fait l'analyse, comme je l'ai fait pendant l'élection présidentielle, que s'il y a moins de travail, s'il y a moins d'emplois, il faudra penser nos systèmes de protection sociale et la manière dont on vit demain à côté d'un emploi en ayant un revenu universel d'existence. Donc je m'en réjouis. Là où le président de la République française, lui, reprend là encore les mots revenu universel. Alors il rajoute activité, ça veut dire que ce sera conditionné à une activité pour aboutir à quoi ? Probablement au RMI qu'on connaissait avant, au RSA qu'on connaît aujourd'hui, sous condition d'activité. Je pense que c'est plutôt un recul qu'une avancée. Benoît Hamon, c'est demain que le PS adoptera son texte projet pour les européennes. Après y avoir passé 30 ans, vous avez quitté le PS le 1er juillet 2017. Avec Olivier Faure qui a repris le parti, vous êtes resté en contact, vous vous appelez de temps en temps, vous avez préféré couper les ponts ? Moi, je parle à tout le monde à gauche par principe, donc je ne coupe pas les ponts, oui, mais je parle à tous les dirigeants de gauche qui ont envie de parler. Mais mon sujet, c'est moins de savoir ce que les sociodémocrates en Europe ont à dire, ou alors, sauf s'ils acceptent de rompre leur partenariat, leur tandem, leur binôme avec les conservateurs, que d'essayer d'éviter que le débat européen ne soit prisonnier de quoi ? D'un débat entre les nationalistes, les eurosceptiques d'un côté et les conservateurs et les libéraux incarnés par Macron de l'autre. Ça, c'est le piège. C'est un match truqué. C'est un match truqué où on ne parlera pas de la démocratie réelle, c'est-à-dire du devoir qu'on a, nous, citoyens, de faire en sorte que la question des migrants et de l'hospitalité, de l'accueil, que la question de la fiscalité plus juste, pourquoi pas la taxe sur les robots au niveau européen, que la question de la transition écologique soit discutée dans cette campagne européenne. Où croyez-vous que ça va se jouer, la conversion écologique de notre économie ? À Paris ou en Europe ? C'est au niveau continental qu'on y arrivera. Mais moi, je préfère parler de cela plutôt que, là encore, qu'un jeu à 2 ou à 3 entre nationalistes et libéraux, parce que tout ça nous mène à une chose, c'est la fin de l'Europe, la fin à petit feu de l'Europe avec les libéraux et la fin certaine de l'Europe avec les nationalistes. Alors vous dites, Benoît Hamon, vouloir reconstruire la gauche, mais vous ne parlez ni à Olivier Faure du PS, ou alors il m'a menti, ni à Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez reconstruire la gauche à vous tout seul ?
Évidemment que non, moi je ne cherche pas à reconstruire la gauche. Donc faut se parler. Mais moi ça ne m'intéresse pas de parler aux appareils. Je pense aujourd'hui que le troisième homme, c'est le citoyen. Ce sont ceux qui aujourd'hui se mobilisent sur la question des migrants, la transition écologique, les questions de solidarité. Ce sont eux qui doivent faire irruption dans le débat démocratique. Sans parler aux incarnations des différents partis de gauche, c'est quand même compliqué de faire l'union des gauches. Mais je ne commencerai pas, pour parler du Rassemblement de la gauche, à discuter avec les appareils. Voilà. Je ne veux pas être prisonnier de leurs petits calculs et c'est la raison pour laquelle, aux élections européennes, je le redis, je m'inscrirai dans une dynamique qui est d'abord citoyenne. Où en êtes-vous de vos relations avec Jean-Luc Mélenchon ? Vous étiez loin, puis vous vous êtes rapproché, puis vous vous êtes rééloigné. C'est le jeu du chat et de l'insoumis. Si vous voulez. C'est joli, non ? Vous m'inspirez, vous voyez. Je vous remercie. Non, mais moi, ça m'intéresse pas. Oui, mais quand même, vous savez que ça m'intéresse pas. L'union des gauches, ça passe par un rapprochement avec Mélenchon. Il est difficile à éviter quand même. Elle devrait se retrouver sur le cri qui a été lancé par 3 médias, des dizaines d'intellectuels et d'artistes qui ont dit « Nous faisons un cri de solidarité à l'égard de nos frères et sœurs en humanité qui sont aujourd'hui en danger en Méditerranée. Un cri contre l'indifférence des élites européennes à cette souffrance. » Ça passe par des incarnations et des votes à un moment donné. Ça passe par des combats politiques communs. Et au moment où ceux qui sont le plus en danger, c'est-à-dire les réfugiés, font l'objet d'une indifférence totale des gouvernements libéraux ou alors d'une hostilité totale des gouvernements de type fasciste, comme on peut connaître en Italie, à un moment, il faut que la gauche se lève. Et je le dis avec beaucoup de solennité parce que ça commence par les réfugiés. Puis viendra le tour des étrangers chez nous. Puis viendra le tour d'autres minorités. Mais vous verrez que si nous laissons tomber ces digues-là, ça finira par nous submerger. Et c'est la raison pour laquelle je dis à tous ceux qui se disent de gauche, plutôt que de regarder qui signe quoi, retrouvons-nous sur des combats politiques qui sont des combats politiques fondamentaux. On va expliquer à nos auditeurs que vous faites allusion à Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas signé le manifeste pour l'accueil des migrants qui circulent actuellement. Vous le croyez vraiment anti-migrant, Mélenchon ? Mais non, je le crois. Je ne sais pas ce qu'il est. Mon problème, c'est quand on a un appel comme celui-là signé par des électeurs de Mélenchon, de Hamon, de Macron sans doute, des artistes, des intellectuels, des universitaires, des ONG, que c'est un cri aussi fort, eh bien, je pense que sur une question comme celle-là, on doit spontanément se retrouver, parce que cette digue-là, si on ne la tient pas, je vous le dis, donc Jean-Luc Mélenchon a tort. Donc Jean-Luc Mélenchon a tort. Mais non, c'est pas que je m'en fous. En l'occurrence, mon sujet, c'est pas lui. Mon sujet, c'est qu'il y a les fascistes à la porte du pouvoir partout, qu'il y a la haine à la télévision comme au coin de la rue. Que cette haine et cette intolérance est en train de submerger le débat politique partout en Europe. Et que moi, je veux être du côté de ceux qui disent « nous ne les laisserons pas passer ». Merci Benoît Hamon. Benoît Hamon, vous écoutez Nicolas Canteloup ? Oui. Il vous fait rire ou pas ? Oui, souvent. Même quand il vous imite ? Oui, mais je trouve qu'il ne tient pas bien. Je l'ai entendu une fois, mais je suis pas sûr. Mais il me fait rire beaucoup sur les autres, en fait. Mais moi aussi, donc ça va. Merci Benoît Hamon, vous étiez l'invité d'Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique.